Donc bonjour à tous. Juste me présenter rapidement, présenter Hans, et puis vous présenter un peu le déroulement de la conférence. Donc je m'appelle Jules Kozik, je suis étudiant à l'IEL Paris-Est, et on a un projet cette année à mener donc, en collaboration avec l'Association française de transhumanisme. On va notamment organiser une réunion en février et en mars, donc je vous invite après à venir et à regarder sur le site de l'association. Mais aujourd'hui on est ici pour parler avec Hans, qui est le vice-président de Codilab, donc le premier laboratoire français communautaire qui s'intéresse aux sciences cognitives. Et il est également un coordinateur au sein de Neurotech X Europe. C'est un informaticien donc, qui s'intéresse aux interactions entre les domaines de l'intelligence artificielle, mais également des technologies électroencéphalographiques. Donc c'est un peu compliqué, donc je vais laisser Hans vous parler de ça plus précisément. Et puis voilà, c'était tout pour moi. Donc en soi, ça va durer à peu près 1 heure de présentation de Hans. Et après, on va laisser un petit temps pour des questions, notamment. Donc voilà, je vous laisse avec Hans. Oui, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Jules, je suis vice-président du COGLAB et de Neurotech X. Donc, je vais vous faire une présentation de l'association. Donc, je vais vous présenter l'association en elle-même, nos missions, ce que nous faisons dans l'association et présenter les projets que nous développons au sein de l'association et du réseau. Donc voilà, donc, on est une association, une communauté de développeurs, de neuroscientifiques, d'ingénieurs de recherche, qui sommes passionnés par tout ce qui est neurosciences et neurotechnologie. Donc nous faisons des ateliers et aussi des conférences. Donc nous nous spécialisons dans les sciences cognitives, d'où le nom COGLAB, et plus particulièrement des neurotechnologies. Donc on est plutôt dans une philosophie do it yourself maker. Donc on est tous des passionnés, ou des experts, ou des professionnels, ou des non-professionnels, des non-techniciens. Donc le do it yourself, c'est on peut parler de personnes débutantes ou non qui pratiquent la technique de neurosciences, de neurotechnologie, de façon informelle, dans une logique de type maker. Donc, les mouvements maker, ce sont des mouvements où on fabrique des objets électroniques, on peut fabriquer divers objets utiles ou non. Donc là, vous avez deux photos là, présentant nos séances de travail qu'on appelle Hack Night, on verra ça tout à l'heure. Et on participe aussi à des conférences de temps en temps, plutôt des conférences de type conférence maker ou conférence tech. Donc là, par exemple, on était à la Paillasse, c'était un biolab à côté de la rue Saint-Denis, qui n'existe plus malheureusement. Et c'est là que nous avons débuté notre aventure COGLAB. Donc nous privilégions avant tout tout ce qui est open source pour la partie logiciel, software, et open hardware au maximum. Alors c'est pas toujours évident parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de dispositifs open hardware, mais ça se développe de plus en plus. Nous aussi sur des modèles d'open science, donc sciences ouvertes. Donc on privilégie tous ces aspects-là
plus de nos développements et fabrication d'expériences en neurotechnologie. Voilà, donc nous organisons aussi des événements, donc ça peut être des conférences comme aujourd'hui. On a organisé 2 hackathons à l'école 42 il y a 2 ans et 3 ans. On n'a pas fait l'année dernière, mais peut-être qu'on en fera une cette année. Voilà, donc ça c'est l'équipe actuelle. Romain qui n'est pas là, qui est parti faire sa thèse à l'Université de Lorraine pour ces 3 prochaines années. Voilà, donc nous avons eu diverses personnes qui sont venues nous voir, beaucoup de neuroscientifiques évidemment, mais pas que. Nous accueillons aussi pas mal de projets artistiques et de projets design, des choses comme ça, que je détaillerai plus tard. Donc voilà, donc conférences, événements, je l'ai dit. Donc voilà, nous travaillons essentiellement sur du matériel qu'on met aussi à disposition de nos membres, que ce soit du logiciel ou du hardware. Donc on se focus beaucoup sur les interfaces cerveau-machine comme le casque ici, je vous ferai une démonstration après, mais aussi on étend un petit peu le type de mesure en fonction des expériences ou des projets que nous avons, parce que la mesure du cerveau seule n'est pas suffisante pour certains types de projets. Voilà, donc nous avons des Hack Night les mercredis soirs, les samedis après-midi, nous avons des séances d'Open Coglab. Donc c'est des moments où les gens viennent et viennent développer viennent discuter ou développer leurs projets ou proposer des projets, éventuellement proposer des conférences ou des formations. On peut assurer aussi des formations pour ceux qui ne s'y connaissent pas dans le domaine technique. Voilà, donc on fait partie aussi d'un réseau national, une fédération française d'associations en sciences cognitives. Donc on est présent un peu partout en France, de l'Est parisien au sud à Marseille. Donc cette fédération existe depuis 2003 et le Coglab était un projet, à l'origine était un projet de cette fédération depuis 2005 je crois, et on est devenu un projet indépendant à partir de 2013 et une association depuis 2017. Donc nous avons aussi une autre particularité, c'est que nous avons rejoint un réseau international qui s'appelle NeurotechX, qui a été créé en 2015. NeurotechX a son siège au Canada. Nous sommes en train de migrer vers les États-Unis. Et donc nous avons, je redonnerai les chiffres après. Nous avons des collaborations avec des écoles, on a eu des écoles, surtout des écoles d'ingénieurs, des écoles d'informatique. Voilà, on est en contact avec le réseau de start-up françaises, plutôt parisiennes, européennes, et avec le réseau, on est aussi en contact avec des start-up canadiennes ou américaines. Voilà, donc
Voilà, donc ça c'est le modèle Neurotechix ici, donc c'est aussi c'est une non-profit organization, donc c'est un regroupement communautaire de scientifiques, d'ingénieurs, d'informaticiens ou de passionnés, etc., etc. Donc il repose sur 3 piliers: la communauté, donc communauté diverse et dynamique. Nous assurons la connexion entre toutes les disciplines, tous les profils qui viennent nous voir en général. Nous avons aussi un petit programme éducation où on met à disposition gratuitement des ressources. Donc ça peut être, c'est principalement des MOOC. Et aussi la partie innovation sur la création de projets ou d'idées ou de tester des idées ou des choses comme ça. Donc voilà, donc on est présent un peu partout dans le monde. C'est surtout concentré aux États-Unis et au Canada. Il y a 2-3 ans, on a ouvert toute l'Amérique du Sud, l'Inde et l'Australie. Et l'année dernière, on a ouvert ce qu'on appelle des chapitres en Asie, à Hong Kong et un petit peu à Singapour aussi. Donc voilà, on est plus de 18 000 membres, on a plus de 75 bénévoles à la tête des initiatives des chapitres. On organise plusieurs events, donc on est à 400 conférences et plus de 1000 hack night. Bon, c'est surtout nous qui sommes actifs à Paris sur ce sujet-là. Donc voilà, on a un peu plus de 30 chapitres dans le monde. On a une douzaine en Europe. Voilà, donc l'objectif de Neurotechix, et c'est aussi notre objectif aussi en local, c'est que les gens viennent nous voir, ils sont intéressés par toutes les neurotechnologies. On a tous les profils, donc ça peut être des ingénieurs, comme je l'ai dit, des scientifiques qui sont pas forcément, qui viennent pas forcément des neurosciences. On a, nous, une particularité sur Paris, c'est qu'on accueille beaucoup, ces dernières années, on a accueilli beaucoup de projets orientés neuro-art, plutôt des projets artistiques avec des collaborations avec des artistes. Donc voilà le type d'événement qu'on organise, de conférences. Le Buzz in Review, c'est une conférence annuelle où on fait le récapitulatif de tout ce qui a, toutes les avancées technologiques, scientifiques, business dans le monde et spécifiquement sur les neurotechnologies. Nous avons organisé des data challenges ciblés sur l'épilepsie et sur le dernier hackathon qu'on a fait sur la mesure de l'âge avec des données cérébrales. On a fait aussi des conférences sur la partie neurotech gaming. On a une page Medium, donc sur une initiative de Neurotechix Londres, qui regroupe des articles sur cette page sur tout ce qui est neurotechnologie. Donc, c'est des réflexions, ça peut être des réflexions, ça peut être des how-to pour démarrer, pour utiliser des casques EEG. Voilà, donc là on a quelques exemples. Et là, on a, sur par exemple la neurotechnologie et l'architecture.
sur l'analyse de technologies développées par des startups. Voilà. On a édité aussi un livre qui s'appelle Neurotech Primer, qu'on peut acheter sur Amazon en dématérialisé. Donc c'est pour démarrer pour le domaine, c'est un bon début. C'est un bon guide. Donc voilà, voilà quelques exemples de collaboration, de conférences que nous avons fait avec soit d'autres organisations, associations, soit avec lors d'événements comme la Nuit des Sciences à l'ENS, des collaborations avec d'autres associations qui ne sont pas forcément spécialisées dans les neurotechnologies, mais plutôt dans l'intelligence artificielle. Voilà, donc on a des sessions de bidouille. Donc maintenant on est au Learning Planet Institute, dans le Maker Lab. Donc c'est une école qui se trouve pas loin de Jussieu, qui dépend de l'Université de Paris. Voilà. Donc on a développé aussi des MOOC via des projets comme S'Aventurier. Voilà, donc d'autres événements que nous avons fait cette année. Donc je fais un petit zoom sur quelques exemples de projets que nous développons, que nous avons développés. L'un des premiers gros projets que l'association a développé s'appelle Outispace. Donc c'est un serious game sur l'autisme. Donc la première version et la deuxième version sont des versions plutôt low-tech. Donc c'est plutôt des jeux de plateau, cartes et plateau. Donc l'idée du projet, c'est de faire un jeu de plateau où les joueurs incarnent une personne autiste et doit parcourir des pièces d'une maison. Et chaque pièce a des stimuli qui affectent les autistes. Donc ça peut être des stimuli audio, ça peut être des stimuli visuels, ça peut être autre chose comme ça. Et la particularité de ce jeu, c'est que on a développé un framework scientifique sur ce projet qui est disponible sur Internet en édition ouverte. La spécificité du jeu, c'est que le joueur incarne un autiste sans le savoir. Donc ça, c'était le point de ce projet-là. Donc le jeu sur plateau, on a aussi fait quelques expériences complémentaires en réalité virtuelle sur la V1 et prochainement sur l'année en cours ou peut-être l'année d'après, on développera une version totalement en VR du jeu Outispace. On a aussi participé à un autre exemple de projet, on a participé à une expérience pour le salon du tourisme. Ils ont ouvert, quand on est arrivé là-bas en 2019, ils ont ouvert un pôle d'innovation au salon du tourisme et on a développé et présenté
expérience de design prospectif qui s'appelle BCO, BCI Voyager. Donc, on avait un stand et les gens venaient nous voir. Via des stimuli visuels, on récupérait le type de destination qui serait susceptible de les intéresser à l'instant T lors du salon. Donc c'est une version plutôt design prospectif d'expériences qui existent déjà, mais qu'on ne fait pas, qu'on fait en utilisant des photos classiques de montagne, de voyage à la mer, en famille ou avec des amis, etc. Donc là, la spécificité, c'est qu'on a utilisé un casque EEG qui récupérait via des stimuli visuels des éléments qui seraient susceptibles d'intéresser les participants à ce salon. Voilà, donc on a un autre projet de gestion de connaissances en graphe. Ça, c'est plutôt un projet en interne. Voilà, donc on a fait des conférences au Maker Faire Paris. On a fait des conférences sur tout ce qui est réalité étendue, immersive et capteurs physiologiques. On a participé à un projet avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris sur une expo qui s'appelait Sensory Odyssey, donc l'Odyssée sensorielle, où nous sommes intervenus en plaçant des capteurs sur les participants et qui visitaient le musée avec les capteurs. Et l'objectif pour nous, c'était de définir un parcours émotionnel de cette exposition. Donc c'était une expo immersive avec des grandes photos, une projection vidéo, des grandes projections vidéo, des projections olfactives, d'odeur, des transcrits d'odeur, des éléments d'interaction technologique. Voilà, donc d'autres projets plus en interne, des projets sur la neuroméditation. Donc c'est le projet Art Science qui mélange réalité virtuelle, neurotechnologie et méditation. Voilà, donc on a aussi d'autres projets de type design, de type réalité virtuelle. Alors nous avons fait une pré-expérimentation qui est toujours en cours avec l'AFT, justement sur la thématique du sommeil et la réduction de stress et la possible amélioration de la durée de vie de la personne qui fait des expérimentations. On a aussi un projet artistique combinant intelligence artificielle, neurotechnologie et émotion. Donc c'est toujours en cours, mais l'idée c'est de générer des sons à partir de données cérébrales et d'émotions. Ça, c'est les deux derniers gros projets sur lesquels nous travaillons. Deux autres projets aussi qui arriveront au cours des années, c'est NeuroAI et Code Garden. Donc c'est plutôt, NeuroAI, c'est plutôt de traiter les problématiques d'intelligence artificielle via le point de vue des neurosciences.
là, par exemple, actuellement, tous les développements en IA sont faits. Tous les développements en IA sont faits par les géants de la tech, plutôt dans la Silicon Valley. Donc plutôt sur des modèles technologiques, mathématiques. Donc voilà, c'est une des pistes possibles pour la fabrication d'IA, parce que ça contient du neuromorphic computing, c'est-à-dire des ordinateurs neuro-inspirés. Ça concerne l'émulation du cerveau et ça concerne aussi l'étude sur les organismes de cerveau. Voilà, le projet Code Garden, c'est un projet de réalité augmentée aussi qui utilisera les neurotechnologies. Donc voilà, on utilise des outils software classiques, dont Zotero pour la partie archivage de publications scientifiques. Voilà un type de matériel que nous disposons. Donc là ici vous voyez une carte qu'on appelle OpenBCI. C'est une carte qui a été développée aux États-Unis. Donc c'est un neuroscientifique qui a lancé ce mouvement-là sur la partie technologique et hardware. Donc c'était un neuroscientifique qui voulait rendre l'appareillage plus accessible au plus grand public, ainsi qu'aux neurohackers, à des fins d'éducation et de comprendre un petit peu pour que chacun puisse tester soi-même comment fonctionne l'analyse et le traitement de données cérébrales. Donc voilà, donc ce projet OpenBCI et Open Hardware, c'est dérivé Arduino pour ceux qui s'y connaissent. Voilà sur le type de matériel avec lequel on travaille. On travaille aussi avec des casques qui sont vendus commercialement. Celui qu'il y a ici, c'est un casque qui combine audio et EEG, qui a été développé par une start-up française. Et eux, leur produit à eux, c'était la gestion de stress en entreprise. Et donc nous, ce qu'on fait à l'association, c'est qu'on détourne un petit peu les usages premiers de ces outils via leurs frameworks qui mettent à disposition, qui sont open source. On essaie de trouver au maximum les entreprises qui permettent qui fournissent des parties open source. Donc typiquement, on a utilisé ce type de casque-là pour DCA Voyager, pour le salon du tourisme, en détournant l'usage. Voilà, donc on a aussi d'autres outils de vision. Donc c'était plutôt ici, le casque qui est ici, enfin, la visière qui est ici, c'était plutôt pour la reconnaissance de mouvements de la pupille, que là on va réutiliser pour un projet de computer vision qui combinera computer vision et neurotechnologie. Voilà, donc au niveau international, on développe aussi des outils open source. Donc on a une page GitHub. On a une plateforme, IDEO Platform, qui distribue des MOOC.
On a aussi des clubs étudiants, NeuroTechX, pour les étudiants qui veulent créer des clubs étudiants en développant sur les technologies, les neurotechnologies. Alors ces clubs étudiants sont surtout situés aux États-Unis et au Canada, dans les grandes universités américaines et canadiennes. Nous avons ouvert là cette année un club étudiant. Nous avons pu ouvrir un club étudiant à la Sorbonne. Donc là, c'est tout frais de cette année. On en a aussi un autre en Belgique et deux autres clubs étudiants sur les neurotechnologies en Pologne. Voilà, donc au niveau neurotechnologie, il y a tout un écosystème présent, industriel et académique. Beaucoup de ces entreprises-là ont été créées au XXe siècle, plutôt dans les années 80-90. Et depuis 2010, on a un renouveau de ces technologies, alors plutôt grand public et plutôt à des coûts moindres qu'avant. Par exemple, un casque qu'on utilise dans le domaine médical ou de la recherche, on est plutôt dans les ordres de prix de 30 à 40 000 à 100 000 euros. Les produits qui sont vendus maintenant dans le commerce vont de 300 à 3 000 euros. Voilà, il y a eu depuis 2010 une évolution des prix de ces appareils. Donc voilà, les principaux. On a aussi quelques collaborations avec les instituts de recherche classiques. Nous, c'est surtout ciblé sur la France, mais après, dans les autres pays, c'est aussi les centres de recherche locaux. On a aussi des chercheurs canadiens qui sont impliqués. C'est Canadiens américains qui sont impliqués dans l'organisation. Voilà, donc c'était la partie présentation. Dans le cadre de la conférence aujourd'hui, j'ai pris l'angle de l'évolution des intelligences, des produits de l'intelligence artificielle et surtout de l'intelligence artificielle générale et des neurotech. Donc là, depuis 2019, alors c'est surtout dans la Silicon Valley, hein, les évolutions actuelles qui buzzent. Donc on commence par Elon Musk qui a créé sa start-up en 2019, qui s'appelle Neuralink. Donc c'est la start-up la plus connue qui buzz beaucoup depuis quelques années maintenant et qui veut apporter des neurotechnologies plutôt au niveau plutôt des implants. Il avait dans l'idée de proposer de combiner implants cérébraux et intelligence artificielle pour concurrencer les intelligences intelligence artificielle générale qui risquent, selon lui, de nous dépasser. Et donc,
il veut améliorer, il veut créer des outils pour améliorer significativement les fonctionnalités cérébrales de l'être humain pour rééquilibrer par rapport à l'intelligence artificielle qui sont développées actuellement. Donc actuellement, la personne qui bosse, c'est Sam Altman avec OpenAI et ChatGPT, qui a déclaré que en fin de cette année, on aurait le début de sa proposition pour tout ce qui est outils d'OpenAI sur l'intelligence artificielle générale, dont notamment le nouveau modèle O3 qui commence à passer les tests AGI à un niveau de 70%, 80%, etc. Sur la partie neurotech et IA, j'ai mis en avant les sociétés Meta et Nvidia. Donc Meta a présenté lors de son événement Facebook Connect un projet qui s'appelle Projet Orion. Donc c'est un projet qui combine réalité augmentée, neurotechnologie via un bandeau, via un bracelet connecté qui mesure l'activité neuromusculaire et qui combine aussi avec de l'IA. Et là, Nvidia qui a fait sa conférence cette semaine, qui propose de nouveaux matériels de traitement de LLM et tout ce qui est IA. Ils ont présenté leur nouvelle plateforme qui va révolutionner un petit peu l'IA grand public et l'IA en général, que ce soit pour de la robotique, que ce soit pour de l'automobile autonome, ou que ce soit, là ici, le projet Digits pour des stations de travail classiques, où on aura des PC surpuissants que on pourra acheter dans le commerce là, cette année. Donc, pour faire tourner des LLM, des IA en local. Et donc voilà, ces quatre projets que j'ai mis le focus. Donc évidemment, il y a beaucoup de problématiques avec les développements des neurotechnologies et de l'intelligence artificielle qui apparaissent actuellement, notamment sur la sécurité de l'IA et de la neuro-IA. Aussi des questions d'éthique, de neuroéthique que nous traitons aussi au niveau de l'association, avec des collaborations, avec d'autres organisations spécialisées dans la neuroéthique, donc, comme la Neuroethic Society, l'I3E pour spécifiquement l'informatique, et aussi des organismes de recherche qui sont spécialisés, qui se sont créés fin d'année dernière, début de cette année, sur les questions de NeuroAI et AI Safety. Donc si ça vous intéresse, nous aurons en France, à Paris, le
sommet sur toutes ces questions de sûreté en février, le mois prochain. Voilà, merci. Donc, vous pouvez adhérer à l'association ou nous soutenir en faisant des dons. Donc, le site web, c'est faudelab.fr. On est sur Hello Asso. Je vais vous faire une petite démonstration assez basique pour vous montrer un petit peu à quoi correspond sur quoi on travaille au niveau de l'association. Donc là, on a un casque d'une start-up canadienne qui s'appelle Mule. La start-up s'appelle Interaction. Donc c'est un casque grand public qu'on peut acheter sur leur site web ou sur Amazon ou n'importe où. Donc eux sont spécialisés dans la partie méditation et sur leur dernier modèle sur le sommeil. Donc, on a utilisé des bandeaux de sommeil avec l'AFP pour faire nos expérimentations. Donc voilà, c'est un produit commercial. Les neurohackers canadiens, en collaboration avec évidemment aussi la start-up, ont permis de reverse engineer le protocole de communication entre le casque et le smartphone ou le PC. Et donc, on peut utiliser, on peut analyser et traiter les données provenant du casque en développant des outils logiciels. Donc là, c'est un exemple d'une application smartphone qui s'appelle Mind Monitor. Donc ça permet d'afficher les données du casque, les données brutes du casque. Ça permet aussi de les diffuser sur un ordinateur. Et donc voilà, à partir des données cérébrales qu'on a récupérées, on peut créer tout type d'expérience en neurosciences autres que du sommeil ou de la méditation. Là actuellement par exemple on travaille sur la partie pour le projet Reciprocal Brain, on fait l'analyse de données cérébrales pour la gestion des émotions qui permettront de générer la musique. Donc voilà, là on voit les courbes des ondes cérébrales. Donc typiquement, pour ceux qui ne connaissent pas, on mesure l'activité électrique du cerveau avec des capteurs
capteur. Donc on mesure l'activité cérébrale du cerveau. Donc il y a une activité électrique. On transforme ces données d'activité électrique du cerveau en signal et en courbe. Et donc on fait du traitement de signal après pour obtenir les courbes qu'on a ici. Donc voilà, après les ondes cérébrales sont classifiées en ondes. Donc l'alpha, on est plutôt dans des cerveaux en repos, en mode calme. Les ondes bêta, c'est plutôt l'activité normale électrique du cerveau normal, quand on est en éveil. Le delta est plutôt apparent lors des phases de sommeil. Et le gamma, c'est plutôt pour mesurer l'activité sur l'attention ou le focus. Donc voilà le type, le type d'applications qui sont créées à partir du travail de neurohackers un peu partout dans le monde. Donc là, c'est une présentation de courbes. Là, c'est une présentation de courbes d'ondes cérébrales classiques. Alors, on peut voir là sur le tracé que les signaux électriques sur certains capteurs sont très très bruités. Donc ça, c'est vraiment des inconvénients de ce type d'appareil, c'est que ça génère beaucoup de données bruitées et qu'il faut évidemment nettoyer, reprendre. Et ça mesure aussi de façon non intentionnelle les autres données électriques autres que celles des ondes électriques du cerveau, typiquement le mouvement des muscles. Là, si je cligne des yeux, normalement ça devrait... Je vois plus bien parce que les données sont un peu... On voit que le mouvement, le clignement des yeux aussi interagit avec les autres données cérébrales. Voilà des types de représentation de fréquences. Voilà. On a aussi d'autres types de composants électroniques qui se sont greffés aux capteurs EEG classiques, tels que le gyroscope, l'accéléromètre et les prises PPG pour la gestion du pouls. Donc maintenant, on est plutôt dans des approches sur certains types d'applications, on est plutôt sur des approches multimodales, on combine EEG, ECG, EEG, PPG, etc., etc. C'est terminé pour ma présentation.